Salut Christophe. Salut Xavier. Écoute, je suis content de te revoir depuis le temps effectivement. Merci d'être présent à cette vidéo. On continue cette série de vidéos pour parler de la fonction achat, pour Bien sûr. évangéliser sur cette fonction. Et aujourd'hui, on est content de t'avoir puisqu'on va pouvoir parler du métier des achats dans l'environnement et dans le métier du conseil, alors, particulièrement le métier de consultant ou manager achat. Ce que je te propose Christophe, c'est que tu puisses te présenter dans un premier temps. Pas de souci, donc Christophe, je travaille dans le conseil achat depuis 6 ans, dans les achats depuis une dizaine d'années. Auparavant, j'ai eu une autre vie également, j'étais gérant d'une entreprise de travaux de rénovation, à la fois chez du particulier et chez du professionnel. Et dans une troisième vie, j'ai été sportif de haut niveau et membre de l'équipe de France de taekwondo. Superbe. Et Voilà. là, depuis combien de temps que tu es dans le conseil aujourd'hui? 6 ans. 6 ans aujourd'hui, ok. 6 ans. Ok, alors c'est un bon point pour nous effectivement aujourd'hui, puisque l'idée c'est d'essayer de comprendre ce qu'est la fonction achat dans le milieu du consulting. Bien sûr. On entend souvent parler d'acheteurs qui travaillent au sein d'entreprises, donc des petites entreprises, des grandes entreprises. Et ici aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire d'être consultant achat, en fait, Ok. d'être manager achat dans un cabinet de conseil. Alors là, comme ça, et très ouvertement, Christophe, c'est quoi les défis qu'on peut rencontrer et l'importance des connaissances requises dans le milieu du conseil, typiquement? Donc, je pense que déjà, il faut faire la différence entre l'acheteur qui est en entreprise et le consultant, puisque nous, aujourd'hui, on a une obligation de résultat envers nos clients. Moi, je peux vous parler un petit peu de mon métier qui se voit sous différents prismes. D'un point de vue consultant et manager achat, on se doit d'effectuer de la prospection commerciale. On doit aller à la rencontre des différents directeurs achats pour comprendre leurs problématiques, leurs enjeux achats, afin de pouvoir leur remettre des propositions commerciales qui sont en adéquation avec leurs besoins. Ouais, tout ce qu'on appelle finalement l'avant-vente, finalement, c'est un peu Exactement. ça. Ouais. Exactement. Ok. Après, on a la seconde partie qui est plus opérationnelle, qui est la réalisation des missions. Donc aujourd'hui, on est amené à réaliser des missions de conseil, que ce soit du plan de performance ou encore des audits de maturité de la fonction achat, qui aujourd'hui nécessitent de bien comprendre les enjeux et les différents défis de nos clients pour pouvoir leur remettre une feuille de route qui soit adaptée à leurs besoins. Est-ce qu'on peut parler d'audit, finalement, quelque part, en C'est de amont? l'audit. Ok. C'est exactement de l'audit. Donc on va réaliser cet audit sur plusieurs piliers. Oui. Ensuite, on va réaliser et définir une feuille de route qu'on va remettre à qui? Au client, au demandeur de cette mission? Exactement. Et tu aurais un exemple typiquement de mission qu'on pourrait traiter dans le conseil en achat, Christophe? À quoi ça pourrait correspondre concrètement? Parfait. Donc aujourd'hui, par exemple, on a un service achat qui est en pleine réorganisation. Nous, on va nous demander de faire un audit de la fonction achat à 360 degrés. C'est-à-dire à la fois de traiter la partie organisationnelle, de traiter la partie process et procédures, de traiter la partie outils, RSE, gouvernance, pour pouvoir avoir une vision, une photographie des achats à l'instant T, et pouvoir permettre à notre client de réorganiser sa fonction dans les meilleures conditions, en lui donnant justement des billes sur l'ensemble des aspects qui ont été analysés dans une feuille de route. Ok, intéressant. Et justement, quand on parle, tu sais, de l'externalisation des services achats, on se dit qu'il y a de plus en plus aussi d'acheteurs qui sont parfois indépendants. On a des acheteurs qui continuent d'être salariés, mais des acheteurs qui continuent d'être indépendants freelance. Oui. Et la part du consulting dans les achats prend de plus en plus de place. Tu as une idée, toi, de pourquoi est-ce que les entreprises, elles externalisent de plus en plus cette fonction? Pourquoi elles font appel à des cabinets de conseil, ces entreprises, ces directions achats? Et pourquoi est-ce qu'elles ne passent pas uniquement par leurs collaboratrices, leurs collaborateurs? Puisqu'elle permet à l'instant T de répondre à des défis dans une période donnée. Aujourd'hui, les entreprises ont des besoins qui sont définis sur des temps. Et le cabinet de conseil va répondre à différentes problématiques. Aujourd'hui, on est souvent amené à proposer des ressources au sein des entreprises sur des compétences qui n'existent pas en interne. Des expertises métiers, par exemple? Expertise métier, exactement. Toi-même, tu as une expertise? Exactement. Par exemple, je suis spécialisé sur la partie travaux. Comme je l'ai dit auparavant, j'avais une entreprise de travaux de rénovation. J'ai travaillé 2 ans au sein de L'Oréal sur la partie restructuration du process achat travaux. J'ai travaillé également 2 ans au sein de la Société du Grand Paris. Donc c'est vrai que j'ai une expertise un peu plus poussée sur la partie travaux, aussi bien construction, génie civil que rénovation. Et c'est vrai que je suis amené régulièrement à intervenir chez des clients qui n'ont pas forcément cette expertise aussi pointue que la mienne pour pouvoir répondre à des problématiques sur des temps donnés. Ah, ce que tu es en train de dire, c'est qu'ils n'ont pas la connaissance ou l'expertise, et en tout cas, ils pourraient s'en doter en recrutant quelqu'un, mais si c'est le temps d'un appel d'offres ou si c'est le temps d'un projet défini dans le temps, ça vaut peut-être pas le coup de recruter quelqu'un à plein temps pour ça, et là, du coup, on va chercher de l'expertise. Exactement. Ça permet aux entreprises d'être plus agiles, plus réactifs et plus flexibles.
Alors on dit souvent que la fonction achat, c'est une fonction qui recherche des économies, mais j'imagine que quand on fait appel à des cabinets de conseil, on n'est pas là que pour rechercher des économies, on est aussi là pour structurer la fonction, pour mettre en place des organisations. Et donc tout de suite, là, ce qui me vient à l'idée, c'est le relationnel, en fait, la partie humaine. Alors peut-être qu'on peut parler de la partie humaine avec les clients, t'en as un petit peu parlé, hein, Christophe, tu nous parlais de la partie relationnelle en amont, en avant-vente, c'est-à-dire de comprendre, d'écouter, de comprendre tes enjeux. Je veux bien que tu nous en dises un petit peu plus sur ce relationnel avec le client, mais également, et peut-être dans un second temps, avec les consultants, avec les équipes en fait. Parce que je pense que c'est d'abord un métier relationnel. Enfin, je pense que c'est la richesse de cette fonction. Je pense que par définition, le métier d'acheteur nécessite d'avoir un bon relationnel puisqu'on joue un rôle d'interface à la fois avec l'environnement interne d'une entreprise et l'environnement extérieur. Et encore plus en tant que consultant, puisqu'on est amené à travailler avec des équipes de consultants, à les faire monter en compétences pour qu'ils puissent réaliser des projets de conseil, de pouvoir contribuer à leurs évolutions de carrière. D'un autre côté, on est amené à travailler avec nos clients. On doit être en mesure de répondre à l'ensemble de leurs enjeux et de pouvoir donner satisfaction à notre client. On est amené à travailler avec des fournisseurs. Donc c'est vrai aujourd'hui que le métier de consultant nécessite d'avoir un bon relationnel puisqu'on a un rôle d'interface avec l'ensemble des parties prenantes d'un projet. Intéressant. Et ce relationnel, il faut le faire tous les jours, mais j'entends qu'une mission en moyenne, elle dure combien de temps à peu près? Une mission de conseil dure entre 12 et 20 semaines, je dirais. Ok. Voilà. Ouais, c'est à la fois court et long, en fait. Court et long, ouais. Puisqu'on a des jalons qui sont relativement courts, avec des livrables à remettre régulièrement jusqu'à la feuille de route, jusqu'à nos pistes d'optimisation. Et une fois la feuille de route, on est parfois amené à implémenter les leviers qu'on a proposés aux clients. Et là, du coup, je vais te demander également un exemple pour que ça parle à tout le monde. Sur une catégorie d'achat, on a... les travaux, par exemple, c'est un bon exemple. Les travaux. On a vu à travers l'audit mis en place qu'on pouvait rationaliser le panel fournisseur et faire des économies de 3 à 5%. On est amené, une fois la feuille de route proposée, à dire au client, je vais moi-même implémenter les leviers pour pouvoir réaliser ces économies. Je vais moi-même lancer les appels d'offres. Exactement, lancer les appels d'offres. De A à Z presque. Exactement, du recueil du besoin jusqu'à la contractualisation et même des fois, parfois, jusqu'au suivi d'exécution du contrat. Ok. Voilà. Petite question, pour parler un peu argent, mais un cabinet, ça se rémunère comment, un cabinet de conseil? Ça se rémunère au TJM, au taux journalier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un cabinet de conseil propose des ressources à un client qu'il chiffre au jour ou à la mission. Par exemple, une mission de conseil, mais c'est toujours du jour homme. On a des charges... Sous déguisé, quelque part. Exactement, on a des charges hommes qui sont derrière des livrables à transmettre. C'est à nous, managers achats, de pouvoir respecter la rentabilité du projet et ne pas dépasser la charge dans un projet à réaliser. Ouais, en tant que chef de projet presque ou de manager, d'être garant de ce planning, de cette rentabilité. Exactement. Donc du coup, tu nous disais qu'on est rémunéré au taux journalier ou au forfait finalement. C'est ça. Mais derrière un forfait, on retrouve ces fameux TJM. Et on est rémunéré parfois aussi à la performance? On est rémunéré à la performance. Comme je vous l'ai dit, par exemple, sur un plan de performance sur une famille achat, lorsqu'on déploie justement les leviers, on peut proposer une rémunération success fees. Intéressant, intéressant. On parlait d'économie et de performance, hein, donc c'est des missions qu'un cabinet est capable de traiter, donc des missions achats, j'ai envie de dire, hein, c'est-à-dire d'appels d'offres, des gestions d'appels d'offres courantes des achats. Si on parlait un peu de digitalisation, tu sais, je pense à toute cette expertise qu'on peut apporter aussi à un client, de digitaliser un processus achat. Là, pour les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que ça veut dire que, en tout cas de ton point de vue à toi, parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse, ton point de vue d'expert sur cette practice conseil, qu'est-ce que ça signifie pour toi digitaliser un processus achat, en fait, concrètement? Ok, donc je pense qu'aujourd'hui, les objectifs des entreprises sont d'être plus efficaces, plus rentables et de pouvoir prendre des décisions plus éclairées, plus rapidement. Aujourd'hui, la digitalisation permet d'automatiser les processus achats, permet d'analyser des données et d'en ressortir le bon niveau d'information, permet de pouvoir effectuer un acte d'achat à travers différents outils tels que P2P ou des marketplaces qui sont aujourd'hui des solutions efficaces et nettement plus rapides que si un humain le faisait. Oui, c'est ce qu'on entend souvent quand on digitalise le process, c'est ça, le P2P, ce qu'on appelle le S2P2P en anglais, les fameux acronymes. Alors déjà, quand on achète, on est très anglais, mais en plus on est très acronyme anglais. C'est bien le S2P2P, quoi, hein, le source, tu procures, tu paies, du sourcing jusqu'à l'approvisionnement, de l'approvisionnement jusqu'au paiement.
Oui, donc effectivement, il y a aussi cette notion de digitalisation et d'augmentation de la performance, de sécurisation de la chaîne. C'est intéressant, Christophe. Exactement, Merci. de sécurisation de la chaîne, puisqu'aujourd'hui, tous ces outils permettent également de passer des achats sécurisés avec des fournisseurs conformes, avec des prix négociés. Donc c'est un gain de temps et ça permet à toute entreprise d'être nettement plus productif. Et ça, pour le coup, les entreprises, elles sont plutôt matures de ce que tu vois là-dessus ou il y a encore du chemin à parcourir? On est en plein changement, on va dire, avec l'essor de l'intelligence artificielle. Les entreprises sont en train de prendre le train en marche. Ouais. Et justement, en tant que cabinet de conseil, c'est un de nos principaux défis de les accompagner justement dans cette transformation numérique et digitale. Intéressant, intéressant. Pour parler un peu du rôle de la formation initiale, en fait, Bien finalement, sûr. puisque effectivement, l'objectif aujourd'hui, c'est aussi de s'adresser à tous ces potentiels apprenants de demain Sûr. et des compétences. Pour toi, c'est quoi les compétences clés d'un acheteur? Comme on l'a dit aujourd'hui, avec l'essor de la digitalisation, avec toutes les questions environnementales, ça nécessite d'être relativement agile, d'être curieux, d'être flexible, d'être en marche vers l'innovation. Voilà. Et d'être, voilà, je pense que la qualité première, c'est la curiosité. Ouais. Voilà. Et ton témoignage à toi sur comment est-ce que ta formation, elle t'a permis d'acquérir ces connaissances ou ces compétences, ou est-ce que tu as senti à l'époque, alors Ça fait date pas quelques d'hier, mais années. c'est assez récent quand même, finalement, est-ce que tu dirais, toi Christophe, que ce que tu avais vu en formation, ça te sert encore aujourd'hui, ou est-ce que tu vois des évolutions constantes et permanentes qui font qu'aujourd'hui presque c'est plus d'actualité en fait? Disons que je pense que ma formation m'a permis de découvrir le métier de l'acheteur dans sa globalité. Ça permet d'acquérir des outils et des méthodologies de travail dans différents environnements. À travers les formations, on était amené à rencontrer différents intervenants qui permettaient de découvrir des problématiques selon des secteurs d'activité. Disons que ça nous donne les outils. Après, dans la vraie vie, il y a des choses qui changent, mais au moins, ça permet de donner une base solide et ça permet justement de développer un peu son cerveau sur différentes compétences, de faire une introspection sur soi et de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai les bonnes compétences par rapport à l'évolution du marché? Voilà un petit peu. Ouais, c'est intéressant, Christophe. Merci pour ce retour d'expérience. On se pose souvent la question du lien entre la formation en achat et l'employabilité. Bien sûr. Et effectivement, aujourd'hui, quand on regarde le panorama finalement des organismes de formation, on a deux grands types d'organismes. On a les organismes qui préparent à des bac plus 5, bac plus 6 en achat, et des organismes qui préparent à des bac plus 3, bac plus 4. Je le rappelle souvent dans les vidéos, mais c'est important d'en parler puisque le métier d'acheteur fait partie aujourd'hui des métiers dont on va le plus recruter en 2025. Il y a une étude du Figaro qui a été publiée qui dit que le métier d'acheteur fait partie du top 25 des métiers qui recrutent. Et ce qu'on voit aussi, c'est en ça que l'IFOCOP forme des futurs professionnels, forme des apprenants et futurs professionnels du secteur, parce qu'ils forment des bac plus 3, bac plus 4 qui sont très opérationnels. Et ça, c'est intéressant. Moi, je compléterai un point par rapport à ce que tu as dit que je trouve aussi intéressant, c'est cette culture d'entreprise. C'est-à-dire qu'un acheteur, il interagit avec toutes, et je pense que tu es d'accord avec ça, avec tout type de personnel dans une entreprise, du juriste, du prescripteur du métier, du financier, la comptabilité, la pro, tout le monde. Et donc il a une nécessité de comprendre les enjeux d'entreprise. Et c'est en ça qu'à l'IFOCOP, quand on travaille sur des programmes de reconversion, on est capable effectivement de proposer sur le marché un haut taux d'employabilité, en tout cas. Et ça, c'est plutôt intéressant. Merci beaucoup Christophe pour ce témoignage intéressant. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir pour d'autres vidéos potentiellement et pour ce témoignage sur la practice conseil manager dans un cabinet de conseil. Merci à tous pour votre écoute et puis écoutez, n'hésitez pas à nous contacter au sein de l'IFOCOP pour toute information sur le programme et cette filière achat certifiée RNCP. Merci à tous.